Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu hors série, puisque au contraire de ce que l'on fait d'habitude, nous n'allons pas parler de comics sensu stricto, mais on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle Tu mourras moins bête, un exercice d'humour et de vulgarisation scientifique qui fête ses 10 ans aujourd'hui, en tout cas sa première publication aux éditions Ankama anniversaire. Et donc c'est une bande dessinée qui est écrite et dessinée par Marion Montaigne. Et qui de mieux que Marion Montaigne pour parler de sa bande dessinée? C'est pour cela que nous sommes ravis d'avoir avec nous Marion. Bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Bah oui, ça fait plaisir de t'avoir. Et comme je le dis, c'est vrai que d'habitude, on est plus sur les trucs de bande dessinée américaine et tout ça. Mais on se fait aussi plaisir pour élargir nos horizons. C'est pas le même style, mais d'accord. C'est autre chose. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai un peu pu te dire en off avant ce podcast, c'est vraiment l'angle aussi de la vulgarisation scientifique par différents moyens, parce que je sais d'expérience que les chercheurs sont doués pour faire de la recherche, mais beaucoup moins pour en parler, pour réussir à la faire comprendre. Et j'ai envie de te poser une première question. En fait, qu'est-ce qui t'a motivé à faire Tu mourras moins bête à la base? Quel était le projet? En fait, j'ai pas eu une analyse du milieu de la BD en me disant il manque ça. C'est vraiment un truc que j'avais avec la science, et que j'aime beaucoup la biologie, la science nat depuis la 6e. Mais j'ai une orientation un peu contrariée, et donc j'ai fait du dessin parce que j'avais plusieurs cordes à mon arc. Mais je continuais quand même à lire et à me documenter. Et c'est vrai que c'est un domaine où je trouve que ça n'en finit pas, quoi. Normalement, on n'en aura jamais fini de la recherche, de la science. Et puis, quand on y pense, c'est presque plus émerveillant que tout ce qu'on me racontait au catéchisme, des trucs comme ça. Après, je vais pas causer un débat, mais c'est parce qu'en ce moment, je suis en train de réfléchir à pourquoi je fais confiance en la science, notamment avec le Covid, le vaccin, etc. Donc, c'est des réflexions que j'ai. Donc, moi, j'utilisais beaucoup les livres, les articles, je m'accrochais. J'étais assez têtue, même si j'avais pas fait d'études dans ce domaine-là, pour essayer de comprendre. Et c'était le domaine qui m'émerveillait, où il y avait le plus de waouh, en fait, qui me sortait de mon quotidien, qui me faisait oublier que j'étais un pauvre humain ça me le rappelait des fois. si vous regardez des livres d'astronomie, non, mais ça vous transporte, quand vous comprenez quelque chose, ça, tout d'un coup, vous prenez une petite gifle intellectuelle qu'on n'a pas souvent, en fait, au quotidien, et que j'ai rarement dans d'autres domaines. Et en fait, j'avais tellement envie que de le partager, parce que moi, je trouvais ça passionnant, que soit je le racontais à table et je dégoûtais très vite tout le monde, parce qu'il y avait des domaines. Et donc, je l'ai noté dans des carnets, et j'avais une sorte d'alter ego qui est à la fois moi, mais pas vraiment moi. Et puis, petit à petit, avec l'avènement des blogs, je me suis dit, j'ai pas envie de raconter ma vie, mais c'est peut-être un format qui pourrait marcher pour parler des lectures. Donc, au début, c'était à partir de lectures, et petit à petit, ce sont des chercheurs qui m'ont proposé des chercheurs qui aimaient vulgariser, ou qui se disaient qu'il y avait quelque chose à faire, mais qui ne savaient pas comment. D'accord. Et comment tu faisais alors pour choisir tes premiers sujets? C'était vraiment en fonction juste de ce que tu avais pu lire, et que tu disais ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler? Parce qu'il y a aussi parfois des problèmes d'accessibilité des sujets. Je pense que c'est peut-être le premier facteur à prendre en compte. Au début, c'était un peu à l'arrache, c'était un peu la cour de récréation. Donc, dès que je lisais un truc, je pouvais vraiment le sortir tel quel, et puis passer à autre chose. Mais après, comme ça a commencé à bien marcher, et comme ça a été crédité un peu scientifique, je me suis mis un peu plus la pression. Et quand vous travaillez avec un chercheur, vous faites relire. Donc, je me suis améliorée avec le temps. Et après, il y a des fois des chercheurs qui sont devenus des amis, qui reviennent vers moi en disant « T'as pas parlé de ça, il faut parler de CRISPR-Cas9 ». Et moi, je suis comme ça en disant « Oh, la génétique, c'est compliqué ». Moi-même, je me dis « faut que je révise, en fait. J'ai droit à un petit cours à chaque fois pour réviser. Et je me dis, je m'adresse à des gens qui vont regarder ça à 10h le matin, et il faut que je les intéresse à un outil génétique dont ils n'ont absolument rien à faire. Donc, c'est mon job. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est-à-dire cueillir monsieur et madame tout le monde
quelqu'un qui faisait juste une pause et dont le quotidien l'aurait jamais poussé à un labo, avoir une petite fenêtre pour regarder juste. Moi, je prétends pas leur donner le niveau plus 12. Hein. C'est juste qu'après, tout comme moi, être moins intimidé quand je vois le mot CRISPR-Cas9 dans un article. Maintenant, je sais ce que c'est et je peux en lire d'autres. C'est juste une fenêtre pour en ouvrir d'autres. D'accord. Tu utilises pas mal aussi les figures, enfin la pop culture, tout ce qui est cinéma et séries, notamment dans le premier tome où c'est vraiment découpé en 3 chapitres, où c'est vraiment premier volet sur le cinéma, pour un peu t'intéresser à une question qui est souvent en fait, qui est discutée de façon assez générale sur est-ce que les films réussissent à représenter des choses réelles, notamment dans les films d'action, les blockbusters et tout ça. C'était aussi un angle d'aller alors regarder vraiment d'interroger la façon dont on représente la fiction et puis après de faire une BD là-dessus aussi. En fait, c'est assez efficace de partir de ce qu'on a de commun. En fait, quand moi je vais dans un labo, qu'on me dit voilà, je travaille sur des lasers, je me rends compte qu'en allant au labo, j'ai tous les visuels de science-fiction du laser, parce que mon cerveau, entre se dire je ne sais pas ce que c'est et faire appel à des images qu'il a vues, même si c'est n'importe quoi, je fais appel à ces images. Donc évidemment, je m'imagine un labo vraiment un truc Spider-Man avec des trucs énormes, des espèces de trucs laser qui gigantesques qui sortent de tous les murs pour braquer sur une chaise, ou enfin voilà, c'est une imagerie qu'on a. Et en fait, on se rend compte qu'on est dans une toute petite salle avec des machines recouvertes d'aluminium et que ça va juste faire un petit bruit misérable et que rien va être transformé en rien du tout. Et donc, je me dis, je pense que notre cerveau, notre imagination fait toujours appel quitte à la fiction, à ce qu'il a lu, vu, ces mythologies qu'on a en commun. Et c'est comme pour le CRISPR-Cas9, c'est dire à quelqu'un partir de quelque chose qu'on a en commun pour l'inviter à aller voir un truc assez technique. Donc, je ne sais plus de quoi j'étais partie pour ça. Je crois qu'il y a eu la Garfield dedans. Mince, il y a beaucoup de gens qui sont morts depuis en disant c'est le problème. On remarque en plus dans cette réédition, parce qu'il y a t'as rajouté, c'est une édition qui a augmenté, puis on voit effectivement, il y a une vanne à un moment sur un concert de Johnny, et puis quelques pages plus loin, tu écris que Brad Pitt est plus jeune, non, que Castex est plus jeune que Brad Pitt, donc on arrive à saisir un petit peu la mise à jour. Justement, c'est pas un choc de se rendre compte que Castex est plus jeune que Brad Pitt? Si, bien sûr. Quand même. Ce qui fait un choc, oui. Mais c'est un peu le risque aussi d'utiliser des références aussi, c'est que ça date les choses. Je pense qu'il y a peut-être des adolescents, ils n'ont pas vu ce que moi j'avais vu. Donc, c'est ce qui fait toujours un peu peur. Moi, j'essaye un peu de jouer encore sur des références, mais assez bien intégrées, vraiment costaud, pour pas qu'il y ait trop d'écart. Mais on a l'âge qu'on a. Hein. Ouais. Il y a un autre aspect aussi dans cette bande dessinée, c'est que tu utilises de l'humour aussi, pour justement pas que ce soit des exposés, tout simplement, parce qu'on imagine que si tu faisais juste de l'exposé scientifique en BD, ça peut devenir un peu barbant. D'autant plus si tu dois parler à des gens qui sont pas forcément intéressés au départ. Comment tu maîtrises un petit peu cet équilibre entre, du coup, l'aspect scientifique, la narration en tant que telle et l'utilisation justement de figures culturelles communes, et aussi l'humour, surtout que tu as un humour assez absurde en général? Oui, en fait, je joue avec le sujet. Je pars souvent d'informations techniques qui sont vraies et je tire la bobine jusqu'au bout, en fait. Quand c'est des choses génétiques, on peut en effet délirer ou s'imaginer des questions éthiques. Après, on peut pas rigoler sur tout. Je pense qu'il y a des sujets que j'évite parce que je sais que ça va être très compliqué. Après, je pense qu'il faut réussir à rire de nos propres projections. C'est-à-dire, des fois, je me moque aussi du chercheur qui a du mal à communiquer. Des gens qui ont du mal à comprendre les chercheurs, du fait qu'on s'en fout de ce que font les chercheurs. Et en fait, il y a plusieurs niveaux comme ça. J'essaie de prendre le niveau qui est le plus... Des fois, c'est un peu tarabiscoté. Hein. Je vais à des congrès et j'assiste à des trucs, je comprends rien, mais j'arrive quand même à faire quelque chose parce que il y a une ambiance, il y a comment ça se passe, les vieux, ceux qui ont plus de bouteilles, qui vont un peu secouer le jeune thésard qui commence à montrer son travail. Donc, il y a aussi un univers...
Je réponds pas très à la question. En fait, il y a plusieurs angles qui fait que finalement, c'est quelque chose que j'essaie de rendre commun, accessible, rappeler au lecteur qu'il a le droit de s'intéresser à la science, que c'est pas un piédestal, le savoir, même si c'est vrai que il faut cumuler beaucoup de connaissances, mais que ils ont le droit aussi un peu de savoir, avoir un peu des miettes de cet émerveillement, même. Après, je sais que je récolte aussi le point de vue des chercheurs qui disent, moi, il y en a certains qui m'ont dit, moi, j'ai fait 10 ans d'études, c'est pas pour simplifier les trucs pour les gens. Et je me dis, ou alors certains disent, oui, si les gens utilisent ce que vous écrivez pour un exposé, ce sera n'importe quoi. Alors après, je me dis que je prétends pas non plus vous faire obtenir le bac ou une thèse. C'est juste pour moi comme une échelle, et je donne juste le premier barreau en fait, et après mais c'est une échelle pour un univers hyper intéressant où on a beaucoup de clichés, on a beaucoup d'idées saugrenues, et aussi jouer aussi avec comment on a été éduqué à l'école à un certain élitisme, et moi aussi j'en joue parce que j'ai pas pu en faire, etc. Donc il y a plein de niveaux en fait pour créer le lien et le rire avec un truc très technique. Tu as eu beaucoup de contacts dans les laboratoires et avec les chercheurs, et ce dès le départ. C'était difficile de rentrer en contact avec ce monde de la recherche qui est quand même aussi un petit peu fermé en fait. En fait, je me rends compte qu'il y en a qui connaissent mon travail, mais qui n'ont pas eu l'idée d'entrer en contact avec moi. Et en fait, ils entrent en contact avec moi après que j'ai fait un sujet, et ils viennent vers moi en disant, mais je suis le spécialiste de ce sujet. Et je fais, je savais pas. Ça, c'est l'ego des chercheurs aussi. Alors là, je plie les chines, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Il m'est arrivé de corriger après coup, en allant voir un spécialiste qui s'était manifesté. Je pense que ceux qui me détestent me lisent pas, mais ça a commencé par un chercheur qui en dédicace est venu me voir et m'a proposé de faire des visites. Après on m'a proposé, ou alors c'est des gens qui en connaissaient d'autres personnes, ou de fil en aiguille, mais je suis pas toujours en compagnie d'un chercheur parce que c'est plus long. Des fois, je me débrouille toute seule parce que il faut que j'aille le voir. C'est tout con, mais je prends une bonne journée avec il ou elle. Ensuite, faut que je fasse mon travail. Souvent, c'est une première version très scolaire, pas bien. J'en envoie souvent la deuxième version où je me détends un peu. Et là, il ou elle peut faire des retours. Et là, il y a une discussion parce que moi, je suis toujours dans... Après, moi, je comprends très bien que l'expert, il a envie d'être précis. Et moi, à moi de me mettre du point de vue du public, du grand public, et de défendre certaines choses. Mais dans l'ensemble, je respecte assez leurs remarques parce qu'ils ont donné de leur temps, parce qu'on est là pour apprendre des choses. Et puis, j'ai souvent affaire à des gens sympas, en fait. Ouais. Tu tombes sur la partie sympa des chercheurs. Oui, ils sont sympas, ils sont cool. Alors, en termes d'écriture pure, comment ça se passe l'écriture d'un épisode de Tu mourras moins bête? Parce que tu sais, ils sont pas tous de la même longueur, ils abordent pas tous le même nombre de données, tout ça. Comment tu écris? Avant, au tout début, quand je les relis, c'est vraiment une info, un gag des fois, et j'en faisais plusieurs par semaine. Maintenant, je suis beaucoup plus rigoureuse, c'est-à-dire je lis pas qu'un seul article, j'en lis plusieurs. J'essaie de vérifier des fois avec l'aide d'un chercheur. Il y en a quelques-uns qui sont très gentils, je peux leur demander, mais là, pour le bonus qu'on a fait, j'ai demandé à un biomécanicien en lui demandant, mais comment tu ferais exploser Godzilla? Est-ce que je multiplie par la masse et tout? Et il fait, moi, je pense que je ferais ça. Et je fais, c'est pas plus compliqué. Enfin, voilà, on a eu une discussion comme ça. J'ai aussi demandé l'avis d'un roboticien que j'avais rencontré, en lui disant, mais les Transformers, est-ce que c'est possible qu'ils soient géants, etc. Alors lui, il était parti. En fait, je pose des questions vraiment idiotes, mais il joue aussi avec le truc. C'est pour ça que je pense que c'est une rencontre je pense que je rencontre surtout des jeunes qui connaissent mon travail et qui aiment bien, qui sont assez pédagogues, qui aiment bien apprendre, qui ont compris que simplifier, c'est pas trahir, que
Des fois, il faut un peu, simplifier pour pas laisser les gens sur le bord de la route, même si en tant qu'expert, des fois, ça leur brûle les yeux de voir comment je dessine une cellule ou quelque chose comme ça. Donc, il y a de la sympathie, je pense, la plupart du temps pour ceux que je rencontre. Après, une fois peut-être, j'ai rencontré quelqu'un d'hostile, et c'est le genre de personne que je ne vais pas aller voir parce que ce ne sera pas possible, mais sinon, ils sont assez cool. Après, sur le script, du coup, c'est étal directement. En fait, il y a beaucoup de lectures, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et des fois, ça peut vraiment partir en cacahuète. C'est-à-dire, je peux partir sur quelque chose sur les cils, je sais pas, les cils de l'œil, et puis me rendre compte qu'il y a des recherches thermodynamiques sur le poil de l'abeille. Et après, comme j'adore me documenter comme ça, m'enfoncer dans un gouffre, et je suis têtue en plus. Après, quand je commence après, je vais chercher si on a envoyé des abeilles dans l'espace. Et en fait, je me dis, mais alors attends, si on envoie une abeille dans l'espace, comment elle se retrouve, comment elle vole? Donc, en fait, je me pose des questions et j'essaye d'y répondre. Puis des fois, je rassemble un peu différentes lectures pour essayer de suivre une ligne directrice, mais c'est beaucoup, beaucoup de documentation, de lecture complètement incongrue. En termes de documentation, tu as accès à des publications, à des revues scientifiques, et les chercheurs t'y donnent accès parce que c'est très souvent bloqué, ça coûte très cher les abonnements, même pour les labos, les universités. Comment tu arrives à avoir accès à Alors, tout ça? j'ai un ami chercheur qui m'a fait une leçon qui m'a réexpliqué toutes les histoires de comment les chercheurs sont notés, comment c'est référencé, et je me suis rendu compte que moi-même, j'étais peut-être la première à aller voir des recherches peut-être pas très sérieuses, que normalement je devrais payer un abonnement de $2000 pour y avoir accès. Et ceux dont j'ai accès, c'est peut-être pas les bonnes. Donc en fait, maintenant que j'ai compris ça, j'essaie d'aller plutôt via des sites assez référencés. Après, avec le Covid, c'était plus compliqué, mais j'ai beaucoup squatté la BNF. J'essaye de lire des revues pas trop complexes parce que quand même, mais où des fois on m'envoie des recherches. Et après, je prends beaucoup de notes et j'ai une bonne mémoire pour ça. Pour le reste, que dalle. Mais je me souviens d'où j'ai vu une lecture sur ça. Après, j'ai des auteurs un peu chouchous. J'aime bien Marie Roche. Il y a Carl Zimmer aussi. Bill Bryson, qui souvent c'est des anglo-saxons qui sont des bons vulgarisateurs. Et bon, je me dis qu'ils n'ont pas dit trop de bêtises. Oui, j'avais aussi une question à te poser par rapport au dessin, puisque là aussi, il faut manier une certaine forme d'équilibre. Tu mentionnais avant des chercheurs qui pouvaient t'en vouloir de la façon dont tu dessines les cellules, et vu que tu n'as pas un style qui est photoréaliste, comment est-ce que tu gères aussi cet équilibre de façon à ce que les lecteurs comprennent bien de quoi tu parles, et pour que toi aussi, tu puisses représenter les choses correctement sans que ce soit non plus trop complexe? Oui, alors... En fait, je vais utiliser des métaphores parce que j'ai vraiment pas un dessin réaliste, mais à vrai dire, vu ce que je raconte, il vaut mieux pas parce qu'il y a des gens qui explosent, il y a des trucs C'est vrai que horribles. parfois c'est très dans l'humour noir aussi, effectivement. Oui, c'est assez trash. Après, quand il le faut, je peux essayer d'être plus précise. Alors, ça va pas être un dessin de gravure à la Gustave Doré. Par contre, en soi, il va pas être faux. Donc, il y a différents styles, de manière de styliser les choses. Après, moi, mon but, c'est que ça clignote. On est là aussi pour rigoler, pour se détendre. Ça doit être précis dans certaines indications, mais après, on peut un peu prendre des libertés. En fait, il faut que ce soit assez clair sur cette info est vraie. Par contre, je dis une connerie là-dessus. Donc, après, je mets toujours les sources et j'essaye de corriger quand je fais des erreurs parce que je peux me planter, je peux me tromper de source. Il y a des recherches qui changent. En plus, 10 ans, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Je pense qu'il faudrait que je recontacte. Je sais pas trop comment je pourrais faire pour réviser les tomes que j'ai fait parce que ce serait monstrueux. Mais c'est vrai que ça évolue. Pourquoi je dis ça? Non, il faut. Donc, je mets les sources. Je mets toujours les sources au cas où des gens voudraient savoir où j'ai trouvé quoi.
Et dans les sources, j'essaye aussi de récupérer la bibliographie pour essayer de la voir, relire. Par exemple, s'ils font une référence à une recherche, j'essaye de la trouver pour lire comment elle a été faite et déroulée. Mais et des fois, je précise aussi dans les sources ce que j'aurais voulu mieux expliquer, mais que par parce qu'on est dans BD, donc la BD c'est un rythme, donc je peux pas faire un texte de 3 km et juste un petit dessin, il faut... Non, c'est pas de la prose illustrée non plus. Et quand on fait de la science, c'est vrai que ça peut être frustrant pour des experts de dire vous êtes passé à côté de ça et ça. Et moi-même je le sais, et c'est un dosage en serrant les fesses, de ne pas dire trop de bêtises. Mais après je trouve que il y a un décalage entre avoir une erreur de chiffre, et dire une grosse énormité comme la Terre est plate, c'est pas pareil que se tromper de 3 km sur une distance, je sais pas. Ouais. Je me dis que bon, je serais plus pardonnable au purgatoire des chercheurs. C'est ça, c'était il y a 3 ans que je tramerais sur la taille d'un atome, c'est un petit peu moins grave. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de la façon dont la perception de la science a évolué depuis 1 an et demi Parce que je pense que tu as un regard là-dessus quand même par rapport à la façon dont... c'est ce que je disais, ça m'interroge beaucoup. Moi, je suis en train de me dire, mais moi, je fais assez confiance en la méthode scientifique. C'est-à-dire, c'est pas parfait, l'humain va peut-être se planter, mais en soi, c'est quand même un groupe d'individus qui vont se débattre, disputer, ils vont retester jusqu'à ce qu'il y ait un consensus. Et là, avec... le Covid, je crois le grand public a été surpris parce qu'il est tombé au moment qui précède ce qu'on connaît, c'est-à-dire le consensus. Normalement, il y a beaucoup de choses. Les médecins sont d'accord. Pour guérir ça, il faut faire ça. Et là, on est tombé on a vu en direct la phase d'avant, qui normalement a lieu dans les congrès ou à travers les études, c'est-à-dire le moment où les chercheurs se fritent, où il y a un ego surdimensionné qui va dire n'importe quoi, ou qui va en influencer d'autres. Et normalement, tout ça se digère avec le temps. Ça a été fait 1000 fois en fait quand on regarde des tensions entre plusieurs groupes de chercheurs, mais il y en a eu même en géologie, en paléontologie, ça se disputait, puis après avec le temps ça s'est digéré et on s'est mis d'accord. Et le problème c'est que cette phase-là était rendue publique et visible. Cette phase-là était publique, visible, et en plus monsieur et madame tout le monde pouvait débarquer en disant bah moi je pense ça. Alors pour moi, à mon sens, c'est comme si je débarquais à un congrès de médecine et que je disais bonjour. Alors moi, je suis pas d'accord. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut aussi un peu faire confiance. Moi, je fais assez confiance Après, j'en côtoie, mais moi, j'ai des chercheurs qui me disent mais moi, je veux pas tuer des gens. Je veux guérir aussi mes enfants, etc. Donc oui, il y a des fois des grands mouvements. Je suis d'accord, tous les labos ne sont pas touchés de sainteté, mais je pense que beaucoup de gens ont envie de s'en sortir, etc. Et puis, on saura les détails, mais je fais assez confiance à cette méthodologie, tout en connaissant ses imperfections. Et donc, en ce moment, je me suis questionnée sur est-ce que moi-même je me trompe et je fais trop confiance mais je pense que c'est dans sa grande imperfection, c'est ce que l'humain a trouvé à peu près de plus cohérent pour petit à petit entreapercevoir à un moment donné un aperçu d'une tranche de vérité. Une dernière question pour conclure. Donc, il y a une bande dessinée, Tu mourras m'en bête, ça a été adapté en petite série d'animation via Arte. Tu vois d'autres créneaux encore qui peuvent se développer vraiment pour faire découvrir la science au grand public? De Tu mourras m'en bête ou en général? En général. Moi je trouve... Bon, alors je suis vieille, alors moi je regarde encore la télé. Je pense que je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de science à la télé, tout simplement. Ou que ce soit toujours un peu fait de manière bizarre ou sensationnelle. Enfin, moi aussi je le fais de manière sensationnelle, mais un peu, comment dire, comme si c'était
dans la performance ou des choses comme ça. Après, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Puis l'image du chercheur est pas toujours très valorisée. Non, mais je pense que c'est une difficulté du chercheur à qui on a demandé d'être très précis, expert et de pas dévier de sa voix, de s'adresser à un public qui n'a pas du tout son niveau en fait. Et il y a plein de moyens de le faire, mais je trouve qu'il y en a. Alors il y a des blogueurs, des youtubeurs qui le font très bien. Après je pense que l'idéal ce serait que des experts un peu enfin, j'ai l'impression qu'il y a des chercheurs qui n'osent pas vulgariser parce que soit par respect, ils veulent pas empiéter sur le domaine d'un autre, ce que moi je bafoue totalement. Non, mais j'en connais certains qui je leur dis mais c'est toi qui devrais parler là à la radio. Il fait oui mais ça voudrait dire que faudrait que je demande l'avis de machin. Donc, un grand respect, ce qui est plutôt positif, mais ce qui les en vérité, c'est le regard du père qui est un peu difficile pour eux et qui bloque. Et donc, ça bloque l'information à des gens pour qui ces disputes de chapelle, c'est une autre dimension, en fait. Non, mais je pense aussi que faudrait qu'à l'école, il y ait moins ce piédestal inaccessible et peut-être, ça rejoint la question précédente. Je pense qu'il y a une défiance de ceux qui savent. Je veux plus vous écouter, vous les experts, parce que vous êtes prétentieux, parce que vous avez réussi à l'école et que nous on est des sous-merdes. Enfin ça on peut le vivre comme. Je dis pas que les gens qui n'ont pas fait S sont des sous-merdes, mais moi c'est comme ça que je l'ai senti pendant ma scolarité, que il y avait cette hiérarchie et que moi qui étais moyenne, je devais faire de l'économique et sociale. Donc je pense qu'il y a des rengaines comme ça qu'entretient peut-être. Faire tomber, ouais. Oui, parce que, encore une fois, quand je parle de ça avec des chercheurs, je me rends compte qu'ils ont eu aussi des difficultés dans leur niveau scolaire, qu'à un autre niveau, ils ont aussi une image. Enfin bref, personne ne se comprend. D'accord. Faudrait décloisonner en fait. Ouais, d'accord, très bien. Écoute Marion, je te remercie du temps que tu as pu passer avec nous. Et voilà, on finit donc cette petite pastille hors série pour parler de science en bande dessinée. Donc tu m'auras moins bête, ça ressort chez Ankama et c'est super cool, c'est très intéressant et très drôle. Donc on vous le recommande. On espère que cette émission, comme toutes les autres, vous plaise. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le site et sur nos réseaux sociaux. Et on vous rappelle que la meilleure façon de soutenir ce podcast est tout simplement de le partager. Merci à toutes et tous et à bientôt pour le prochain podcast. Salut!